Il paraît qu'il faut attendre 3 heures après avoir mangé pour aller se baigner. La légende, elle dit que digérer, ça réchauffe le corps. Donc si tu plonges dans l'eau froide, ça peut te créer un choc thermique qui va te donner une crampe ou une hydrocution. Donc là, tu te noies et tu meurs. Finito. Donc pour pas mourir, il faudrait attendre 3 heures. Sauf qu'il n'y a aucune étude qui a réussi à relier la digestion et la noyade. Parce que figurez-vous que le corps humain, il sait faire deux choses à la fois. D'ailleurs, on demande même aux nageurs olympiques de manger avant une course pour être un peu plus performants. Par contre, le vrai coupable, ça pourrait être le choc thermique. Parce que si tu passes des heures sur la plage en plein soleil et que tu plonges dans une eau glacée, ça peut te créer un choc thermique qui te fait faire un malaise. Sauf que ça, ça n'a rien à voir avec la digestion. Et d'ailleurs, pourquoi on devrait attendre précisément 3 heures pour aller se baigner? Ça vient d'un manuel de scout anglais publié en 1908. Et à l'époque, on a dit ça parce que, je sais pas, on n'avait aucune preuve scientifique. Mais aujourd'hui, il y en a toujours pas. Donc le verdict, c'est que c'est faux. Techniquement, tu peux même aller te baigner juste après une raclette. Il paraît que quand la nourriture tombe par terre, t'as 5 secondes pour la ramasser avant qu'elle soit contaminée. Sauf que cette légende, personne ne sait d'où elle vient. Elle existe depuis des décennies, elle tourne dans tous les pays du monde, et on peut l'apprendre à travers n'importe quoi. Par exemple, moi, j'ai découvert en regardant Malcolm, comme le jeu du rond là. Ce qui est vérifié en revanche, c'est la science derrière ça. Parce que l'université de Rutger a fait des tests en 2016 où ils ont posé du pain, des bonbons et de la pastèque sur plusieurs types de sols et ils les ont laissés pendant 1 seconde, 5 secondes, 30 secondes ou 5 minutes. Et le résultat, c'est que l'aliment il est contaminé en moins d'1 seconde. Donc la règle des 5 secondes, c'est clairement pas un seuil magique. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que plus un aliment reste longtemps au sol et plus il est contaminé. Donc la question, c'est pas de savoir si c'est contaminé ou pas contaminé, mais plutôt de savoir si ça l'est un peu ou beaucoup. Donc le verdict, c'est que c'est complètement faux comme règle de sécurité. Par contre, c'est pas totalement idiot comme réflexe. Il paraît que le sucre, ça rend hyperactif. Et figurez-vous qu'il y a des gens qui ont testé ça sérieusement, et notamment une méta-analyse publiée en 1995. La règle a été stricte. Les enfants devaient recevoir un placebo ou du sucre. Et personne, ni les enfants, ni les parents, ni les scientifiques, ni même les mouches qui volaient dans les bureaux, ne devaient savoir qui avait reçu quoi. Et étrangement, le résultat, c'est qu'il n'y a aucune différence de comportement avec et sans sucre. Il y a une autre étude qui a été encore plus loin. Il y a des médecins qui ont dit à des mères, attention, on a donné du sucre à votre enfant, donc jouez un peu avec et dites-nous si vous paraît plus excité. Et là, la plupart des mères ont dit, ah ouais, c'est vrai que mon fils est vachement excité aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on leur a pas donné de sucre en fait. C'était juste un placebo. Mais malgré ça, la plupart des parents ont trouvé que leurs enfants étaient beaucoup plus agités. Cette légende, elle vient d'un livre publié par un allergologue américain dans les années 70. Le problème, c'est que ce qu'il dit dedans, ça n'a jamais été vérifié par la science. Le verdict, c'est que c'est faux. Le sucre, ça donne des caries à la limite, mais ça crée pas des crises de nerfs. C'est juste qu'un enfant, c'est naturellement excité. Et d'ailleurs, si le format te plaît, n'hésite pas à me dire quel mythe tu veux qu'on teste la prochaine fois. Il paraît qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient que la Terre était plate. La légende, elle dit que Christophe Colomb, il a dû se battre contre l'Église pour prouver que la Terre était pas plate. Ce mythe, il vient d'un roman américain publié en 1828. Ce livre, c'est une biographie de Christophe Colomb, mais extrêmement romancée. Et dedans, Cricri, il doit prouver à des théologiens que la Terre, elle est pas plate. Sauf que cette scène, elle a jamais existé. Parce que la sphéricité de la Terre, c'est connu depuis l'Antiquité. Ça fait 5 siècles avant Jésus-Christ qu'on a l'info. Donc au Moyen-Âge, quand Christophe Colomb y vit, tout le monde sait ça et c'est enseigné dans toutes les bonnes universités. Mais pourtant, cette histoire, elle a été reprise, amplifiée et modifiée des dizaines de fois par des auteurs au 19e siècle. Et ça, c'était pour une raison très précise. Parce qu'à l'époque, c'est la guerre entre l'Église et Charles Darwin pour sa théorie de l'évolution. Donc décrédibiliser l'Église, c'est faire avancer un peu plus la science. Donc le verdict, c'est que c'est faux, et cette fois on connaît même la date exacte de création de la légende. Il paraît qu'un verre de vin chaque matin, ça éloigne le médecin. C'est un proverbe français qui existe depuis des générations et qui est très connu dans la culture populaire, et pourtant, il a jamais été prouvé. Enfin, ça c'était le cas jusque dans les années 90. Parce que le chercheur français Serge Renaud a réussi à prouver qu'il était vrai. Il observe que les Français mangent plus gras que les autres, mais pourtant ils meurent moins souvent de maladies cardiaques. Alors il popularise un concept qui est le paradoxe français. Selon lui, le vin aurait des propriétés qui protégeraient notre cœur. Sauf que la plupart de ces preuves, elles venaient de données où on demandait aux gens de déclarer eux-mêmes ce qu'ils buvaient. Et ça, d'un point de vue scientifique, c'est pas du tout fiable. Surtout que selon son étude, les gens qui buvaient seulement un verre de vin par jour avaient un mode de vie beaucoup plus sain à côté. Donc finalement, peut-être que le vin y était pour rien. Par contre, il y a une autre étude qui a été faite en 2018 sur plus de 195 pays. Celle-là, elle analysait les risques sur le cœur, mais aussi les cancers ou les accidents en général. Selon eux, le niveau d'alcool qui minimise totalement les risques pour la santé est de 0. Et depuis, l'OMS le répète à qui veut l'entendre, il n'y a aucune consommation d'alcool qui est totalement sans risque pour la santé. Donc le verdict, c'est que c'est faux. Un verre de vin, ça éloigne pas le médecin. Et d'ailleurs, si vous êtes dépendant, n'hésitez pas à appeler ce numéro pour vous faire aider. Il paraît que si t'es un homme, t'as une chance sur 200 d'être un descendant de Genghis Khan. Et si ça vous parle pas, Genghis Khan, c'est quand même le mec qui a construit le plus grand empire du monde.
À son apogée, il s'étendait des plaines de Mongolie jusqu'aux portes de l'Europe. Et cette légende, elle existe parce que sur sa route, il aurait partagé des moments intimes plus ou moins consentis avec à peu près tout ce qui passait devant lui. Mais bon, de là à avoir autant de descendance, ce serait franchement abusé, non? Et bah pourtant, c'est exactement ce que dit la science. Des chercheurs ont analysé le chromosome Y de près de 2000 hommes, de la mer Caspienne jusqu'à l'Atlantique. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que 8% d'entre eux partagent un gène commun, hérité d'une même personne qui a vécu il y a environ 1000 ans autour de la Mongolie. Un gène avec une fréquence pareille, ça peut pas être le hasard. Ça s'explique uniquement si tu as un avantage reproductif massif et qui se tient sur des générations et des générations. Et en l'occurrence, c'est exactement ce que donne le pouvoir, les conquêtes et un harem de centaines de femmes. Bon, le seul bémol scientifique, c'est qu'on n'a jamais retrouvé la tombe de Genghis Khan. Donc on n'a jamais eu son ADN directement. On pense que c'est lui parce qu'il a vécu à cette époque. Donc le verdict, c'est qu'on peut pas vraiment en être sûr, mais c'est quand même le candidat le plus probable. Et puis au pire, si c'est pas lui, c'est juste un de ses guerriers. Hop 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 hop. Tu as bien lâché un petit like quand même, hein. Il paraît qu'en France, les femmes gagnent 22% de moins que les hommes. Pourquoi elles font ça? Enfin, je veux dire, moi, j'ai déjà la flemme d'aller bosser pour mon salaire, alors pour 22% de moins, c'est mort, je sors même pas de mon lit. Il paraît que ce serait la faute du temps partiel. Parce que les femmes font 3 fois plus de temps partiel que les hommes. Donc elles bossent un peu moins, c'est logique d'être moins payées. Mais quand on compare à temps de travail égal, l'écart il est toujours de 14%. Donc ça veut dire que si moi je travaille pour 2000 balles par mois, il y a des femmes qui seraient prêtes à faire mon poste pour 1700? Pas exactement. Parce que ce chiffre, il mesure l'écart entre la moyenne des salaires des femmes et la moyenne des salaires des hommes. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que les hommes et les femmes font pas exactement le même type de poste. Par exemple, les femmes, elles sont surreprésentées dans les métiers liés au social ou au médical. Vous savez, le genre de poste qu'on a applaudi aux 20h il y a quelques années, mais qui sont pourtant toujours payés au lance-pierre. Alors qu'elles sont sous-représentées dans les métiers qui ont des grosses rémunérations, comme l'ingénierie, la finance ou encore l'informatique. Je me rappelle de la dernière fois que je suis rentré dans un amphi d'informatique, il y avait plus de mecs aux cheveux longs que de nanas. Et ça, ça s'explique parce que franchement, j'en ai aucune idée. Enfin, j'imagine qu'elles ont juste envie de faire autre chose de leur vie. Mais en fouillant sérieusement, on trouve un autre chiffre qui est beaucoup plus parlant. C'est 4%. Ça, ce serait la différence de salaire entre un homme et une femme dans la même entreprise et au même poste. Et franchement, 4%, c'est déjà énorme. Surtout que ce chiffre, il n'est pas vraiment expliqué. On estime qu'il pourrait être lié aux congés maternité qui ralentissent énormément la carrière des femmes. Mais les RH ont une autre théorie. Selon eux, les femmes sont beaucoup moins douées que les hommes pour négocier leur salaire. Et ça, je me demande pourquoi. C'est peut-être parce que ça fait des décennies qu'on leur dit que c'est normal de toucher 20% de moins que les hommes. Le verdict, c'est que c'est vrai. Bon, par contre, le vrai chiffre, c'est plutôt 4%. C'est ce qui reste quand on a viré toutes les excuses. Et ça veut dire que moi, personne ne me demande de travailler pour 100 balles de moins, mais pourtant, elle, si. Il paraît qu'il faut 15 000 litres d'eau pour fabriquer 1 kg de bœuf. Ce chiffre, il circule partout et il est souvent brandi pour faire culpabiliser les mangeurs de viande comme moi. Sauf que ce chiffre, il est vrai. Il est signé d'une étude d'un chercheur éthiopien et d'un chercheur néerlandais qui ont fait une moyenne mondiale ensemble, et ils sont tombés sur le chiffre de 15 415 litres d'eau pour un seul kilo de bœuf. Sauf qu'en général, ce chiffre il est utilisé avec une mauvaise foi incroyable. Parce que plus de 90% de cette eau, c'est de l'eau de pluie qui tombe naturellement sur les prés ou broutent les vaches. C'est pas de l'eau qu'on obtient depuis un robinet ou une rivière. Non, ça ce serait de l'eau prélevée activement, et ça représente à peu près 3-4% du total, soit 500 litres. Et si on est honnête, 500 litres pour un seul kilo de bœuf, c'est déjà pas mal. Et ce mode de calcul, il crée un paradoxe. C'est que si un éleveur laisse du temps et de l'espace à ses vaches pour se développer, ça va donner de la viande de meilleure qualité et puis un mode de vie beaucoup plus agréable pour les vaches, mais pourtant, ça va consommer techniquement beaucoup plus d'eau. Parce que plus de surface, ça fait plus de pluie qui tombe dessus. Et à l'inverse, un élevage intensif dans un hangar aura une note bien meilleure, alors que factuellement, on sait que c'est pas la solution. Et surtout, cette eau, elle n'est pas détruite. Elle s'évapore, elle forme des nuages, elle retombe en pluie quelques jours plus tard. C'est juste le cycle de l'eau. Et ça existait même avant les vaches. Le verdict, c'est que c'est vrai. Bon, par contre, de là à utiliser ce chiffre pendant un débat,